Regardez bien cet homme. Pas le costume, pas les lunettes noires, pas le sourire des tapis rouges. Regardez l'homme. Ce que vous avez sous les yeux est une impossibilité statistique, une erreur dans la matrice du système américain. Selon toutes les lois de la probabilité, Sean Carter aurait dû finir de deux manières. Soit dans une cellule de 3 mètres carrés, soit 6 pieds sous terre, dans un cimetière anonyme de Brooklyn. C'est le destin qui était écrit pour lui. C'est le destin de milliers d'autres nés au même endroit, au même moment. Pourtant, aujourd'hui, les chiffres donnent le vertige. 2,5 milliards de dollars. Ce n'est pas juste de la richesse, c'est une hégémonie. Il a dépassé tous ses rivaux, tous ses maîtres, tous ses modèles. Il s'assoit à la table des plus grands prédateurs de la finance mondiale. Comment? Comment passe-t-on de l'un des quartiers les plus dangereux de New York au bureau feutré de la Silicon Valley? Est-ce de la chance? Non. Est-ce du talent? Pas seulement. La vérité est plus complexe, plus sombre et beaucoup plus fascinante. Ce que nous allons décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas une carrière musicale. C'est le plan parfait, le braquage du siècle, réalisé sans armes et sous les yeux du monde entier. Bienvenue dans le système Jay-Z. Tout commence dans le décor. Pour comprendre la psychologie du personnage, il faut visualiser l'enfer d'où il sort. Nous ne sommes pas dans le Brooklyn bobo d'aujourd'hui. Oubliez les lofts rénovés et les cafés à 5 $. Nous sommes dans les années 70 et 80. Marcy Projects. Des tours de briques rouges qui grattent un ciel gris, un labyrinthe de béton où la pauvreté n'est pas une étape. C'est une condamnation à perpétuité. Dans cet environnement, la survie est un art brutal. Le père de Sean l'abandonne alors qu'il n'est qu'un enfant. Sa mère, Gloria, se retrouve seule face à l'impossible. Élever une fratrie au milieu des loups. C'est là que la fracture se crée. C'est là que le jeune Sean comprend que le système scolaire ne le sauvera pas. Il cherche une issue. Et l'issue, à cette époque, elle se trouve au coin de la rue. Il plonge dans le trafic de drogue. Beaucoup jugent cette période moralement. C'est une erreur. Pour Jay-Z, la rue n'était pas seulement un crime. C'était sa Harvard Business School. C'est là, au milieu des transactions illicites et de la violence, qu'il a appris les règles qui feront sa fortune. La gestion du risque, la psychologie du client, l'importance de la réputation et surtout, la froideur nécessaire pour prendre des décisions quand votre vie est en jeu. Il a vu ses pères tomber. Il a vu la prison avaler ses amis. Il a compris qu'il ne pouvait pas rester. Il lui fallait une porte de sortie. Et cette porte, il allait la construire avec des mots. Le plan B s'appelle le rap. Il écrit, il observe, il raconte ce qu'il voit. Il choisit un nom de code, Jay-Z, une référence à son mentor, mais aussi aux lignes de métro J et Z, celles qui permettent de fuir Brooklyn, celles qui mènent vers Manhattan, vers l'argent. Mais l'industrie musicale est une forteresse. Au début des années 90, il frappe aux portes. Il présente ses maquettes. La réponse est unanime, non. Les directeurs artistiques le trouvent trop sombre, trop rue, trop indépendant. Ils voulaient être un pantin. Ils avaient en face d'eux un patron. C'est le premier moment charnière de cette enquête. Face au refus, 99% des gens auraient abandonné, ou ils se seraient adaptés pour plaire. Jay-Z fait l'inverse. Il décide de contourner le système. S'il ne veut pas lui ouvrir la porte, il achètera l'immeuble. En 1996, il fonde Roc-A-Fella Records. Avec ses partenaires, Damon Dash et Karim Burke, il crée sa propre structure. Son premier album, Reasonable Doubt, sort cette année-là. Ce n'est pas un disque de fête. C'est un rapport d'autopsie de la rue. Critiquement, c'est un chef-d'œuvre. Mais plus important encore, il possède ses maîtres. Il contrôle son destin. Il commence alors une ascension méthodique. Album après album, Volume 2, The Blueprint, The Black Album. À chaque étape, il ne fait pas que vendre de la musique. Il vend une image, celle du succès inarrêtable. Il devient président de Def Jam. Le dealer est devenu le PDG. Le loup est entré dans la bergerie. Mais la musique, ce n'était que le tremplin. L'objectif réel était ailleurs. Jay-Z a toujours su que pour toucher les vrais milliards,
Il fallait quitter le divertissement pour l'investissement. Regardons de plus près l'affaire Tidal. C'est un cas d'école de manipulation de marché. En 2015, il rachète cette plateforme de streaming norvégienne. Le monde de la tech ricane. Spotify est déjà un géant. Apple Music arrive. Qui est ce rappeur qui pense pouvoir rivaliser avec la Silicon Valley? On le traite d'arrogant. On prédit sa faillite. Mais Jay-Z applique une stratégie qu'il est le seul à maîtriser. L'effet de club. Il réunit les Avengers de la musique, Beyoncé, Rihanna, Kanye West, Daft Punk. Il les fait tous monter au capital. Soudain, Tidal n'est plus une simple application. C'est le QG de l'élite artistique. Pendant des années, il encaisse les critiques. Il tient bon, il valorise son actif. Jusqu'au jour de la liquidation. En 2021, le piège se referme. Il revend la majorité de ses parts à Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et Square. Le montant? Près de 300 millions de dollars. Il a multiplié sa mise de départ par un coefficient indécent. Ceux qui riaient en 2015 se sont tus. Le coup suivant est encore plus brillant. Il concerne un secteur fermé, élitiste, traditionnellement réservé à la vieille aristocratie européenne, le champagne. Jay-Z ne voulait pas être l'égérie d'une marque. Il voulait la marque. Il jette son dévolu sur Armand de Brignac. Ace of Spades, une bouteille dorée, flashy, presque provocante. Il utilise ses clips, ses paroles, ses apparitions publiques pour faire de cette bouteille le symbole ultime de la victoire. Si vous gagnez le Super Bowl, vous ouvrez du Ace of Spades. Si vous signez un gros contrat, vous ouvrez du Ace of Spades. Il a créé de la valeur à partir de l'image. Une alchimie moderne. Le succès est tel qu'il force le respect du plus grand empereur du luxe, Bernard Arnault. Le groupe LVMH, propriétaire de Dom Pérignon et Moët, finit par sortir le chéquier. Il rachète 50% de la marque à Jay-Z. Imaginez la scène. L'ancien gamin de Marcy Projects, qui vendait des sachets au coin de la rue, négocie aujourd'hui d'égal à égal avec l'homme le plus riche de France. La boucle est bouclée. Nous arrivons à la fin de l'analyse. Aujourd'hui, Jay-Z est au sommet de la pyramide. Forbes le classe comme l'artiste le plus riche de la planète. 2,5 milliards de dollars. Devant tout le monde. Mais attention, ne croyez pas qu'il s'est rangé. L'argent pour lui n'est pas une fin. C'est une munition. Il a fondé Roc Nation, non seulement pour gérer des carrières, mais pour étendre son influence. Il place ses pions partout. Dans le sport, avec des athlètes comme Kevin Durant. Dans la tech, dans le gaming, dans le Web 3. Et surtout, il s'attaque au système qui a failli le briser. Il finance des réformes de la justice pénale. Il paie des avocats pour ceux qui sont coincés dans les rouages de l'État. Il utilise son empire pour faire ce que les politiques ne font pas. C'est peut-être ça, le véritable accomplissement. Avoir survécu à la rue, avoir pillé les richesses des industries les plus fermées du monde, et utiliser ce butin pour changer les règles du jeu. Jay-Z n'est pas un miracle. C'est la preuve vivante qu'avec une stratégie implacable, une discipline de fer et une vision à long terme, on peut réécrire son destin. L'histoire retiendra qu'il est parti de rien et qu'il a tout pris. C'était l'analyse de l'Empire Carter. Merci d'avoir regardé.